de cette danse polonaise n'a que 8 ans. Il est le fils de Nicolas Chopin, professeur de français et de littérature au lycée de Varsovie. Le 24 février 1818, il s'installe devant l'instrument, son beau piano préféré. Sa grâce juvénile, son élégance naturelle soulèvent dans l'assistance un murmure d'attendrissement. Le public a oublié l'enfant prodige pour écouter le virtuose. Sa maîtrise, son sens des nuances, la sûreté de son jeu. Il a 18 ans. La salle de théâtre du palais des Princes Radziwiłł est comble. Voici donc la première apparition en public de celui qui va jouer dans l'histoire du piano le rôle d'un enchanteur. Ses études au conservatoire de Varsovie vont lui permettre d'améliorer sa technique, de trouver son style, l'extension des accords, soit plaqués, soit en arpège, soit en batterie, ces petits groupes de notes surajoutées tombant comme des gouttelettes d'une rosée scintillante par-dessus la figure mélodique. Il va inventer ces admirables progressions harmoniques mues par un instinct de sourcier. Cet instinct va l'avertir que le cadre de la vie musicale polonaise est trop restreint, qu'il est temps pour lui d'aller humer l'air des grandes capitales de la musique, Berlin, Vienne, Paris et Londres. Une première étape, Vienne, encore toute frémissante des souvenirs de Mozart, de Beethoven et de Schubert. Lors de ses premiers concerts, où il traînera un trac fou, les journalistes parleront de l'exquise délicatesse de son toucher, le fini de ses nuances qui reflètent la plus profonde sensibilité. D'après l'opinion générale, son jeu a été d'une sobriété et d'une sonorité trop faibles, trop délicates pour des auditeurs habitués à entendre des artistes défoncer leur piano. La Pologne est trop petite pour un créateur de sa stature. L'écho de son talent doit se répandre à travers l'Europe. Il en a la prescience. Et il a raison. Rien ne le retient à Varsovie, non plus à Vienne. Il sera toujours un exalté patriotique. Il amènera sa patrie avec lui, toujours. Il adore sa patrie et il pensera toujours. D'ailleurs, il amène toujours avec lui la terre de son pays. Il sera le révolté, exalé, exilé, mais aussi bien un exalté amoureux. Il est le chantre d'une Pologne idéale. Il sera aussi celui des femmes les plus en vue. On va s'arracher le bel exilé, si délicat, si attachant, lui qui ne sait pas s'attacher. Il ne sera jamais l'amant poursuivant une vision voluptueuse, mais bien plutôt celle d'un artisan sublime, cherchant l'équilibre parfait et la forme décisive de son œuvre. Créateur inspiré par la passion romantique, le très grand pianiste de ce siècle, de son siècle, sera hélas un être fragile, rongé par la terrible maladie, la phtisie. Chopin, perpétuel fatigué, va concentrer toutes ses forces vers ce qu'il sait indispensable pour lui. Au plus fort de sa vie parisienne, une rencontre. Une rencontre? Qu'elle est antipathique, est-ce bien une femme? En vérité, George Sand avait l'instinct de protéger et Chopin le besoin d'être protégé. Curieux mais solide terrain d'entente après tout. Chipette ou Chip-Chip ou le petit viendra rejoindre, ainsi que l'appelle Georges, et va venir rejoindre à Nohant le brillant cénacle des grands esprits et des talents. Delacroix, Balzac, de Musset, Liszt, ce siècle est fait pour lui. Son moi romantique assouvit sa soif de souffrance nécessaire, sa Pologne opprimée, la maladie qui le ronge. Georges, ce prénom est un symbole résolument masculin, bien sûr, mais Chopin lui gardera son véritable nom, prénom, Aurore, et l'appellera toujours Aurora. Elle est impétueuse, réaliste, solide comme les arbres de son Bercy natal. Il est fragile, rêveur, romantique. Chez cet être tourmenté,
hésitant, une bienfaisante euphorie va succéder au climat d'incertitude dans lequel il a vécu ces dernières années. Le comportement à la fois de mère et d'amante qu'adopte Georges vis-à-vis de lui le charme, l'enchaîne. Elle le nomme à plusieurs reprises, on le sait, le petit ou l'enfant. Elle a 6 ans de moins que lui. Frédéric est limité dans le temps, il le sait. Il a la prescience. Il remet sa vie entière entre ses mains. Ils iront cultiver les fruits de leurs amours à Palma de Majorque. Que la liaison de Georges et Frédéric, ces deux êtres si opposés, se soit un jour terminée ne doit pas tellement surprendre. C'est qu'elle ait duré 9 années qui peut étonner. 1000 embûches de la vie quotidienne et de la cohabitation, à commencer par la présence des 2 enfants de Georges au milieu du couple. En grandissant, ils deviennent plus exigeants, plus égoïstes. Georges adore son fils Maurice. Chopin prendra toujours le parti de Solange. Cette sœur que Maurice accepte mal. Pour celui-ci, Chopin n'est pas cet être d'exception que tout le monde célèbre. Ce n'est qu'un malade encombrant qui complique leur vie. Le roman d'amour de Chopin et de Sand marche inexorablement vers sa fin. Enveloppé dans ses couvertures, toujours fiévreux, Frédéric quittera Nohant pour Paris en cet hiver 1846. La fin du rêve, cette crise subie avec douleur mais sans plainte apparente, a une répercussion fâcheuse sur sa production musicale. Il compose peu, donne encore moins de leçons, juste ce qu'il faut pour entretenir son train de vie. Il n'a guère envie de se montrer en public. Georges n'est plus là pour le soutenir et ses forces l'abandonnent. Mais comme c'est le cas dans ce genre de maladie, Frédéric passe par des hauts et des bas. Au printemps 1849, retour à Paris, place Vendôme. L'été sera circonscrit de cette vision, spectacle magnifique, cette élégance architecturale de sa colonne glorieuse. Le 7 octobre, il ne se lèvera plus. Autour de lui, ses amis à qui il va demander de détruire ses partitions inachevées, de jouer du Mozart lors de ses obsèques, de chanter des mélodies du même compositeur. Ce 17 octobre 1849, à 3 heures du matin, Frédéric Chopin rend à Dieu cette âme d'une très haute élévation qui avait été la sienne. La belle oraison seront les mots de son amie Jeanne Stirling. Il était pur comme une larme.